Mara, Eh bonjour. ouais. Eh bien, bonjour. J'ai beaucoup de chance en fait de t'avoir avec nous dans l'émission aujourd'hui parce qu'en fait tu es une jeune dessinatrice de bande dessinée suisse et en même temps la troisième BD de la série Spirit vient de sortir aux éditions Draco. Et en fait, comment est-ce qu'est née cette série? Comment est née cette série, c'est ça? Voilà. Alors, c'est né d'une envie au départ de continuer à faire de la bande dessinée un peu, toujours dans la veine un peu polar comme ça, mais avec une touche fantastique cette fois. Et à la base, c'était un projet de science-fiction qui n'avait rien à voir. C'était un peu du space Ah, opéra. Et ouais, c'était censé être du space opéra au début. Puis je me rendais compte que je savais que je voulais faire un truc autour des fantômes, ça c'est sûr. Et en fait, je me rendais compte que j'étais pas du tout à l'aise. Parce que moi, je suis une grande fan de Star Wars en fait. Donc, je me suis dit, oh, je vais faire un truc à Star Wars avec des fantômes et tout. Et en fait, finalement, je me suis vraiment rendu compte que ce qui me botte le plus, c'est un peu l'historique et tout. Alors j'ai commencé un peu à mélanger tout ça, me dire ok, j'ai envie de parler de fantômes, j'ai envie de faire un truc qui se passe au début du XXe siècle. C'est une période que j'aime bien et tout. Voilà. Et j'avais aussi envie de mélanger vraiment ce côté paranormal avec un côté plus scientifique aussi. Donc essayer aussi de dépeindre les fantômes autrement parce que c'est un univers que j'aime beaucoup. Donc surtout le spiritisme autour des fantômes, comme avec cette esthétique qu'on connaît avec les tables Ouija, les ectoplasmes, les vieilles photos avec des fumées derrière où on vous disait que c'était des fantômes. J'aime beaucoup cette esthétique où c'était un univers où on pensait au début du XXe siècle et moitié du XIXe jusqu'au début du XXe siècle, on pensait vraiment qu'on était enfin capable de pouvoir communiquer avec parce que justement il y avait des avancées technologiques à l'époque et du coup il y a eu un regain d'intérêt pour l'univers des fantômes, pour essayer de communiquer avec les morts, tout ça. Je trouve ça assez fascinant. Et puis surtout j'avais envie de faire un truc qui dépeigne pas les fantômes comme étant des créatures qui soient négatives, enfin néfastes. J'avais envie de faire un truc avec des fantômes qui vraiment ont besoin de communiquer, ils ont besoin de quelque chose, ils souffrent. Donc ils ont besoin de se libérer de cette souffrance qu'ils ont, parce que si un fantôme reste accroché dans notre monde, ça veut dire qu'il souffre en fait. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui va pas, il y a quelque chose à résoudre en quelque sorte. Et du coup, je me suis dit que c'était une bonne façon de parler aussi du deuil, de ce genre de choses à travers justement le symbole du fantôme et tous comment dire, tout l'univers, tout le lore en fait en quelque sorte que ça représente en fait. et ce que j'ai trouvé génial en fait dans les deux premiers volumes de Spirit, on est plongé en New York en 1931, avec Nell justement qui est une jeune, on peut dire une reportrice, c'est-à-dire qu'elle va Hmm. mener des Jeune enquêtes, et juste journaliste, tout à jeune fait, oui. journaliste, et Yann en fait un jeune chercheur passionné de fantômes, et en même temps il y a toute une enquête par rapport à ça parce que ben il y a des grands savants qui sont assassinés et on ne sait pas au départ par qui, et au Hmm. fur et à mesure que l'enquête avance, on s'aperçoit que c'est des fantômes qui justement qui viennent en fait assassiner. Après, il y a toute une enquête qui se fait autour de ça. Et Hmm. je trouve impressionnant parce que depuis le début à la fin, je trouve qu'on est pris dans les planches de bande dessinée, on n'a pas envie de lâcher. C'est un peu comme un grand film, c'est-à-dire qu'on a le suspense Hmm. et on est Ah, vraiment pris dedans. ça me fait plaisir que tu me dises ça parce qu'effectivement, mon inspiration principale pour la bande dessinée, c'est le cinéma. Donc, je sais que je suis connue pour mon découpage cinématographique. C'est vraiment, en fait, ce que j'ai envie, c'est que quand les gens lisent mon album, qu'ils soient plongés dedans comme s'ils regardaient un film au cinéma. Donc j'essaie de faire quelque chose, j'essaie d'avoir des plans quand même un minimum épiques, j'essaie d'avoir des situations vraiment intéressantes au niveau des cadrages quand il s'agit de mettre en avant les émotions des personnages, quelque chose de très important pour moi. Donc voilà, d'avoir une narration fluide, une narration dynamique, efficace, on s'ennuie jamais et pourtant il y a quand même des scènes entre guillemets silencieuses, on n'est pas dans de l'action entre guillemets à tout prix ou premier degré, hein. Il y a des scènes qui sont plus intimes, surtout au fur et à mesure qu'on avance dans la série, ça devient plus intime. Mais c'est toujours un challenge, c'est justement de pouvoir happer le lecteur dès les premières pages, parce que c'est assez difficile en fait quand on fait quelque chose qui est un peu fantastique comme ça, quand on présente un univers entre guillemets créé de toutes pièces, même si je suis inspirée de plein de choses qui sont un peu des lieux communs qu'on connaît tous quoi, au niveau des fantômes et tout. C'est quand même un univers que j'ai développé avec mes règles, avec mes voilà, il y a les spiritologues, c'est pas un truc qui existe. Les spiritologues, c'est justement les scientifiques qui étudient les fantômes et ça n'existe pas, donc c'est un truc que j'ai inventé. Il y a l'uranium aussi, qui est un métal qui permet aux fantômes de se fixer plus facilement dans un endroit. Donc voilà, qu'on trouve par exemple dans du granit, voilà. Bref, toutes ces choses-là, c'est pas forcément facile en fait de vraiment trouver comment on peut
en montrer un maximum sans trop en dire, donc le fameux show don't tell qu'on utilise souvent dans le cinéma, qui veut dire montrer et ne pas dire. Donc j'essaie de construire le plus possible mes bouquins pour que y ait pas de scène d'exposition lourdeaude avec des personnages qui vont parler pendant 10 pages d'un truc, mais vraiment plonger le lecteur dans l'action et lui montrer directement, ok, ça se passe comme ça dans cet univers. Et c'est assez fun parce que c'est quand même un gros challenge en fait. Et c'est vrai qu'on est vraiment croché, comme tu dis, du début à la fin, parce que on a le suspense, on a le regard des personnes qui sont très importantes. Il y a ton trait qui est impressionnant, parce que moi, quand je suis dans tes BD, je suis comme dans un grand film de Disney. C'est-à-dire que les C'est ça. personnages sont tellement bien travaillés que tu as un ancrage qui est très spécial, c'est-à-dire que tu n'utilises pas les gros traits noirs, et je trouve que ça adoucit, et ça nous plonge directement dans ton univers. Et la troisième BD qui est impressionnante, parce que moi, dans ma tête, je suis justement... At the Time, pour moi, c'était vraiment un homme. Et en fait, on s'aperçoit qu'en ouvrant la porte, ouais, c'est comme si on attend un plus, qu'on dit, purée, c'est une ravissante femme. Et je pense, dans la tête de beaucoup de personnes, on s'est dit, qui est cet homme un peu mystère? Et d'un seul coup, il y a toute une aventure qui s'ouvre avec la troisième bande dessinée. Et ce qui est dingue, parce qu'on va se plonger carrément dans la jeunesse, donc en 1906, où d'un seul coup, elle arrive pour étudier. Et c'est la première étudiante en fait qui arrive, et c'est vrai qu'on s'aperçoit que à cette époque-là, c'était assez macho, c'est-à-dire que c'est d'abord les hommes, et s'ils avaient de la chance, il y avait une porte qui s'ouvrait, et après, il y a plein de portes qui s'ouvrent, parce que bien sûr, on fait la connaissance de Lucas, qui justement, c'est vrai que c'est impressionnant, parce que, je serais mieux nous en parler, c'est vrai qu'en même temps, ça me fait penser à ces films qu'on voyait où les femmes étaient travesties pour être dans le milieu des hommes. Ouais, des films comme Yentl par exemple, Ouais. oui. Ah, c'est un truc que j'ai toujours beaucoup aimé quand j'étais gamine, cette idée de femmes déguisées en hommes pour pouvoir se faire une place. Et en fait, ce que je voulais faire, surtout dans mon troisième tome, c'est passer au-delà de ça, à savoir, donc on apprend assez rapidement, c'est pas vraiment un spoiler, qu'effectivement un des garçons de l'école était en réalité une femme, mais en fait quand Anya, donc le personnage principal de la jeune future scientifique arrive dans l'université, en fait elle est directement acceptée parce que voilà, les mentalités ont évolué, elle a un super cursus précédent qui fait qu'elle a été acceptée dans l'école, et en fait ça pose un énorme problème à cet autre personnage qui justement s'est travesti en homme pour pouvoir étudier au sein de cette université. Et en plus, c'est pas une étudiante absolument fulgurante, hein, elle a pas des notes incroyables, enfin voilà et tout. Et j'avais envie de jouer avec ce côté justement. Et alors, qu'est-ce qui se passe si quelqu'un s'est vraiment, comment dire, s'est vraiment sacrifié pour aller dans cette université, donc complètement travesti sa personnalité, tout ça, c'est creuser une réputation et tout. Et soudain, il y a une femme qui a accepté un peu, voilà, que ça lui tombe tout cuit dans la bouche, on va dire, et comment l'autre personne gère ça en fait. Et ça, je trouvais assez intéressant justement d'avoir cette espèce de, de conflit en fait. Finalement, ça pose un problème entre ces deux personnages féminins et d'avoir pas tout de suite ce côté sororité qu'on aurait envie de voir de ces femmes qui se soutiennent dans un milieu où il y a beaucoup d'hommes, et non tout de suite c'est un peu genre non, c'est ma place, elle n'a pas le droit d'être là. Et ça, je trouvais ça vachement intéressant d'aborder cette relation sous cet angle-là. Et la force d'Anya, en fait, c'est une rebelle quand elle est en garçon, et en même temps, il y a un étrange secret. Lucas, Ouais, Lucas, pardon, excuse-moi, après, qui devient pas de problème. justement Anya. Puis en fait, ce qui est impressionnant, c'est qu'en même temps, il y a un étrange secret, et c'est grave justement aux séances de spiritisme, on peut dire. Spiritisme, ouais. C'est là, d'un seul coup, on s'aperçoit que c'est un monstre à l'intérieur d'elle. Oui, Et ouais. c'est vrai que c'est impressionnant parce on a le double degré, c'est-à-dire qu'on rentre gentiment dans l'aventure, et d'un seul coup, tac, le monstre apparaît, et il y a double aventure à l'intérieur de cette bande dessinée. C'est ça, c'est qu'il y a encore aussi, c'est aussi une histoire d'enquête. C'est-à-dire que quand on fait un tome flashback comme ça, où on laisse sur le bas-côté les deux personnages principaux qu'on a vus dans les deux premiers tomes, c'est très risqué. C'est-à-dire qu'il faut se dire, ok, les lecteurs qui ont lu le deuxième tome, le premier et le deuxième tome de Spirit, ça date de 2020-2022, donc ils ont envie de revoir les personnages auxquels ils sont attachés, et là d'un coup on leur dit, bam, vous n'allez pas les voir. Et donc du coup, il faut rendre aussi attachants les personnages de ce tome-là, que l'étaient les deux premiers dans les deux premiers volumes. Et pour ce faire, il faut pas juste faire un flashback en mode bon voilà, deux personnes se rencontrent, il se passe ça, etc. Ce que je me suis dit, c'est qu'il y ait une enquête, il faut qu'il y ait quelque chose vraiment de prenant, un mystère, encore un mystère à résoudre, comme c'est le cas dans les deux premiers tomes.
il y a toujours une enquête. En fait, dans le premier tome, c'est tous ces spiritologues qui se font assassiner, qui c'est qui les assassine, qu'est-ce qui se passe, etc. Dans le deuxième tome, l'enquête continue, c'est-à-dire qu'on a les deux héros qui vont arriver dans l'université qu'on voit dans le tome 3, justement pour continuer l'enquête et vont se rendre compte, ah oui, ok, bah on remonte gentiment les pistes, on essaie de retrouver qui est ce Eisenstein dont on entend parler depuis le tome 1. Voilà, et maintenant on arrive dans le tome 3 avec les réponses à ces questions, mais avec en plus ce petit twist supplémentaire où, bah voilà, effectivement, le personnage de donc Lucia, est médium, est en réalité un médium qui ne le sait pas, enfin voilà, et qui se retrouve possédé par un fantôme qui très très puissant, et on ne sait pas d'où vient ce fantôme. Mais qui est ce fantôme? Pourquoi il la possède elle? Qu'est-ce qui déclenche les crises de possession? Tout ça. Donc je me suis dit c'est chouette parce que ça permet d'amener plein de choses, ça permet d'amener les personnages aussi à enquêter là-dessus. Donc ils vont se joindre au professeur. Justement, on a le grand antagoniste de l'histoire qu'on voit dans le tome 1 et dans le tome 2. Là on le voit, c'est un assistant, c'est un prof, il est tout à fait normal. Voilà, et on va voir comment justement Anya, qui veut essayer d'aider son amie à savoir ce qu'elle a, pourquoi est-ce qu'elle est possédée en fait, elle va donc se lier à lui pour essayer de trouver des solutions pour améliorer la vie de cette pauvre Lucia qui justement a des possessions extrêmement douloureuses, extrêmement traumatisantes en fait. Je voulais vraiment montrer que c'est des expériences traumatisantes pour elle. Voilà. Et on a du coup ce côté où on a Anya qui est une scientifique qui vraiment est dans le côté spontané de la découverte, la beauté de la découverte. Et de l'autre côté, on a Arroway, donc l'antagoniste de l'histoire, qui est un prof assistant dans ce tome-là, qui lui est beaucoup dans le côté je découvre des nouvelles choses, qu'est-ce que je peux en faire? Comment je peux utiliser ça pour devenir plus puissant, pour apporter quelque chose au monde, voilà, sous couvert de je vais changer le monde grâce à mes découvertes et tout ça. En réalité, c'est un peu l'adage science sans conscience n'est que ruine de l'âme. On va dire que ça part un peu là-dedans, on va dire. Donc j'aimais bien cette dualité justement aussi de présenter ces deux facettes justement de la science, d'avoir les scientifiques qui sont vraiment éblouis par la beauté des choses, qui ont juste envie d'apprendre, de découvrir des nouvelles choses, et l'autre côté qui est un peu genre comment on va pouvoir utiliser ça, comment on va pouvoir exploiter ça, pas forcément pas forcément pour les meilleures raisons. Voilà. Et ce qui est génial, c'est qu'en fait, à chaque fin d'album, tu offres en fait un cadeau au lecteur, parce que tu as des recherches de crédit, tu expliques en même temps qui sont les personnages, on va beaucoup plus loin que la bande dessinée. Et c'est vrai que c'est toujours génial d'avoir un petit flashback comme ça à la fin de la BD. Et je trouve que ça fait un petit cadeau en plus au lecteur. Oui, dans le deuxième tome, en fait, j'ai eu l'idée de mettre en scène le carnet de Yann, donc notre petit spiritologue là. On le voit tenir un carnet à un moment dans les premières pages du tome 1. Et en fait, c'était une façon absolument idéale de prolonger l'histoire. Donc, de pas être vraiment dans de la BD pure case par case, mais d'en savoir un peu plus sur l'univers. Donc il y dessine des inventions, il y met ses remarques, etc. Et même ce carnet devient très important dans le tome 2 parce qu'il y a une information à un moment que justement, si on lit le carnet à la fin du tome 1, on se rend compte qu'il y a un personnage qui est mentionné dedans qui finalement va être rencontré par les personnages dans le tome 2. Donc on a une nana qui invente des choses et il y a son prénom. Je me suis dit, tiens, on pourrait aller voir cette personne. Donc c'est toujours réfléchi, c'est toujours pensé pour apporter un petit truc en plus. Et là, dans le troisième tome, c'est un peu compliqué parce que Yann n'est pas là. Donc il fallait trouver un moyen de quand même apporter un petit truc en plus au récit. Et du coup, on a ce cahier qui apparaît aussi dans le tome 2, un cahier d'école en fait, réellement, où donc certaines pages ont été arrachées, d'autres pages ont été remplies, etc. Et on voit en fait quelques-unes des pensées de Anya dedans, justement, comment elle va mettre en place un plan pour un truc, je vais pas dire quoi, mais comment elle va justement faire en sorte comment elle va réussir à faire quelque chose de la situation dans laquelle elle est, on va dire. Et justement, donc ça permet d'éviter par exemple, ça permettra d'éviter dans le tome 4 de commencer avec un flashback trop poussif, avec elle a fait ci, elle a fait ça, il va se passer ci, il va se passer ça. Et donc le tome 4, maintenant, je vais vraiment pouvoir me concentrer quasiment à 100% sur le moment présent. Donc on va revenir sur les deux personnages principaux. Enfin, tout le monde est là en fait, tout le monde est rassemblé. Tout le monde est un peu dispatché, mais on va voir comment ils vont se rassembler et tout ça. Donc voilà, et du coup c'est une astuce en fait finalement d'écriture, de pouvoir faire. Tiens, il y en a encore un
petit peu plus. Donc et ça me permet voilà de fluidifier encore plus la narration finalement, de vraiment la BD en tant que telle. Ben, je te remercie beaucoup, Mara, d'avoir passé Ben un moment avec merci à nous. toi, c'était très chouette. Et puis, ça veut dire que tous ceux qui veulent te rencontrer, tu seras bientôt au festival BD au Château, donc le 16 mars, du côté du Château d'Aigle, pour te Tout à fait. rencontrer, te faire des Alors je belles serai là dédicaces. je serai là que le dimanche si je ne dis Oui, pas c'est de ça. bêtises, c'est ça? Oui, que le dimanche. Alors, super. Ben, je te remercie beaucoup. Ben, merci à toi. Puis à tout bientôt en live. À tout bientôt.